toutes et à tous. Merci pour l'introduction. On voit bien ma présentation là? Parfait. Et- Ok. Donc voilà, donc moi je peux me présenter un peu plus. Oui, effectivement, je suis professeur des universités. Alors en informatique, alors moi je m'intéresse en informatique à la manière de représenter le sens des mots et en particulier en domaine spécialisé. Pour faire simple, je travaille depuis 25 ans sur des technologies qui sont très proches de ce qui est devenu aujourd'hui un standard dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les grands modèles de langue à la ChatGPT. Voilà. Donc ça, c'est pour faire simple, hein. Donc j'enseigne ça, je fais de la recherche là-dessus au laboratoire d'informatique de Grenoble. Et parmi les domaines spécialisés qui m'intéressent actuellement, en particulier dans le cadre de la chaire Augmentia, c'est tout ce qui est relève donc de l'eau grâce à notre partenaire. Bon, j'ai un mécène qui est la société Artelia, hein. Donc vous comprenez bien pourquoi c'est ce domaine-là en particulier donc, que je traite actuellement dans le cadre de cette chaire. Mais j'y reviendrai. Donc, dans cette chaire, voilà, l'idée, c'est celui-là, c'est que on a énormément de savoir contenu dans les archives d'un certain nombre d'organisations, hein, Artelia, par exemple. Et donc, ce savoir, il a évolué au fil du temps, hein. Avant les années 90, c'était essentiellement du papier, hein. Donc, c'était totalement centralisé, totalement gouverné. Puis on a commencé à alors évidemment, ça a commencé un petit peu avant, mais on va dire que ça s'est réellement généralisé dans les années 90, hein. Tout a été numérisé. Donc à ce moment-là, c'était toujours au début très centralisé et pas forcément facile à accéder. Depuis quelques années, on a accès à un certain nombre de clouds, c'est-à-dire que les choses sont très souvent dispersées à plusieurs endroits, sur plusieurs serveurs. La personne qui l'exploite n'a pas forcément conscience de ça, et c'est extraordinairement difficile parfois de retrouver certains documents. Donc il y a beaucoup de travaux au cours de ces années, hein, sur la recherche d'informations dans ce type de données, hein. La recherche d'informations, celle que le connaît le grand public, c'est Google, hein, mais voilà, on a ce genre de choses à l'intérieur des systèmes d'information des entreprises, et ça peut être extrêmement gros. Et un des espoirs, hein, est arrivé avec l'IA générative, en particulier connu par le grand public depuis 2022, 2023, avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT. Et voilà, donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des agents conversationnels qui vont aller piocher l'information, pas seulement sur Internet, pas seulement sur des livres qui ont été récupérés plus ou moins de manière légale par des gros industriels, mais aussi et surtout les documents internes de l'organisation. Ça a plusieurs avantages, hein, on y reviendra, hein. C'est que il y a quand même beaucoup de savoirs qui ont été laissés à l'intérieur de ces documents par les ingénieurs, en tout cas les personnes qui ont rédigé ces documents dans ces organisations. Et c'est un moyen, en fait, de ne pas perdre cette connaissance qui n'est pas forcément très connue, en particulier des jeunes, hein, ceux qui sortent de l'école, qui n'ont pas encore l'expérience, ou parce qu'ils n'ont pas rencontré tout simplement les gens qui sont peut-être partis à la retraite, des fois 20 ou 25 ans avant. Et donc voilà, donc ça c'est un grand espoir de l'IA générative, hein. Je reviendrai plus en détail là-dessus. Donc ça c'était moi. Cette chaire Augmentia, hein, qu'est-ce que c'est? C'est une chaire de recherche, d'innovation et d'enseignement, hein, qui porte sur l'ingénieur augmenté par intelligence artificielle. Donc c'est un partenariat donc, entre la Fondation Grenoble INP, un mécène, la société Artelia, et l'Institut MIAI Cluster qu'on a la chance d'avoir à Grenoble. C'est le plus gros institut d'IA en termes de financement de rang mondial qu'il y a en France
Après Paris, il y en a deux à Paris et un en région, c'est-à-dire celui de Grenoble, Savoie et Auvergne et Université de Clermont. Donc c'est un partenariat donc d'à peu près voilà, quelques centaines de milliers d'euros sur lequel on finance un postdoctorat, une thèse et puis voilà et puis toute la recherche qu'on fait autour. L'objectif, donc, c'est d'exploiter donc, ce fameux patrimoine documentaire dont j'ai parlé, hein, pour créer des grands modèles de langue qui soient génératifs ou des décodeurs. Donc, en première approche, pour faire simple, on va dire un chat GPT de l'organisation, hein. Optimiser les processus métiers utilisés par les ingénieurs, donc par exemple des tâches de synthèse, de rédaction. Et puis il y a sur la partie enseignement, formation, favoriser un transfert de connaissances vers les étudiants en formation initiale, en particulier dans les écoles du groupe Grenoble INP, alors l'école d'informatique, l'ENSIG-MAG, mais ça peut être aussi FELMA, l'ENSECUB, etc. Et les partenaires industriels, donc à travers de la formation continue, donc donnée en présentiel ou à travers des MOOC. Voilà, donc j'en reparlerai. Donc tout ça, ça se fait dans un domaine de recherche, le traitement automatique des langues et de la parole. Je dirige à Grenoble une équipe assez ancienne de traitement automatique des langues. On a été créé en 59, et donc ça va bientôt faire 70 ans. Historiquement, ben, on travaillait, nous, sur la traduction automatique, on continue, hein, mais on fait beaucoup d'applications, hein, dont la recherche d'informations, donc des applications médicales, donc des modèles de langue qui sont spécialisés. Et à chaque fois, on a une chaîne de traitement qui est la même. C'est qu'on part d'un ensemble documentaire, donc ici, en l'occurrence, les archives, par exemple, de la société Artelia. On va extraire un certain nombre de caractéristiques pour créer des grands modèles de langue. Alors, pendant très longtemps, on a fait ça manuellement, hein. Quand je dis que depuis très longtemps, hein, des applications, des recherches sur ce genre de choses, ce qui a donné aujourd'hui ChatGPT, hein, ça a commencé dans les années 1960. Donc, vous voyez, c'est assez vieux, hein. Moi, je suis arrivé là-dedans il y a 25 ans, mais c'est finalement pas si long que ça par rapport à la durée de ces recherches. Et puis donc on va les utiliser dans un certain nombre d'applications, dont celle que j'ai mentionnée pour la recherche d'informations et l'exploitation de ces informations dans un agent conversationnel basé sur des archives. Donc voilà, donc là c'est un slide, bon, je vous le partagerai, hein, je peux passer très vite, hein, mais voilà, c'est ce qu'on étudie formellement en recherche dans nos domaines, hein, c'est à quel point il y a des informations qui sont capturables ou non capturables et qui sont capables d'être représentées mathématiquement par des réseaux de neurones. On essaye d'étudier aussi, et ça a un fort impact pratique, on essaye d'étudier comment réduire la taille de représentation au maximum. Je ne rentrerai pas là-dedans, hein, ça on pourra, pour ceux qui viendront au congrès IAEO, on pourra en parler, hein. Nous, j'aurai un stand avec Artelia, hein, on pourra en parler, comment on peut faire ce genre de choses. Évidemment, il y a plein de raisons de faire ça. Des raisons écologiques, ça utilisera moins de ressources computationnelles. Aussi, ça utilisera moins d'eau. Et puis, voilà, de manière générale, eh ben, ça nécessite aussi des infrastructures qui sont moins importantes. Si vous avez besoin pour faire tourner des modèles de supercalculateurs qui coûtent 150 000 euros, ou si vous avez besoin de cartes graphiques qui sont beaucoup moins chères et qui coûtent moins de 10 000 euros, eh ben, vous vous rendez bien compte que c'est pas la même chose et il y en a une des deux qui est plus facile à déployer. Et donc, aussi, ce que je disais, hein, question de recherche importante, comment adapter les modèles à des domaines spécialisés? Donc, dans mon équipe de recherche, on est un peu plus de 50, sans compter les stagiaires dans mon équipe de recherche. Donc, on est assez gros, hein, voilà. Il y en a qui font de la spécialisation sur l'économie, beaucoup sur le médical, et puis également donc, des applications d'ingénierie. Ce qu'on vise, contrairement aux grands groupes type GAFAM, ce sont des processus qui sont les plus documentés possibles, hein. C'est aussi le mécanisme de la chaire hein, qui fait ça, hein. Mais Artelia, ils sont mécènes. Donc, il y a des articles scientifiques qui sont documentés pour expliquer la méthodologie. Évidemment, on ne donne pas tout ce qui est donné interne à la société. Par contre, la méthodologie, ça, on peut faire des propositions pour faire avancer le domaine. Et voilà, donc le code source et donc parfois le corpus ouvert, mais je répète, c'est pas le cas évidemment dans le cas
dans le cadre de nos travaux avec Artelia. Les défis, c'est comment exploiter donc ce patrimoine documentaire constitué par les grands groupes depuis leur création. Comment utiliser les méthodes de l'intelligence artificielle pour valoriser ce patrimoine? Évidemment, comment le faire en évitant de diffuser à des tiers ces informations clés des entreprises? Comment exploiter ce patrimoine en facilitant des tâches du quotidien des ingénieurs? Et enfin, et ça c'est une question également de sociologie, on travaille avec des sociologues sur cette question, comment évaluer leur appropriation par des ingénieurs, par les ingénieurs? Les questions de recherche qu'on se pose, donc, c'est déjà quelles sont les tâches pour lesquelles l'IA générative peut aider l'ingénieur? Alors bon, les tâches les plus simples, c'est qu'on connaît, hein, qui sont beaucoup exploitées à travers des outils souvent grand public. Ben, c'est la synthèse documentaire, c'est répondre à quelques questions, mais on essaye d'aller évidemment plus loin pour identifier ces tâches et les traiter. Comment intégrer les outils développés dans les processus quotidiens des ingénieurs? Une question sociétale, comment les IA développées peuvent-elles être acceptées? Voilà, comment elles rentrent à l'intérieur du travail quotidien des ingénieurs. Donc, il y a des enjeux d'évaluation régulière, de validation par les experts, de l'exactitude des réponses, de l'utilité pratique, de l'utilisation d'un minimum de ressources. Et très important aussi, l'explicabilité, hein, qui est souvent assez compliquée avec ces outils, à quel point la réponse, on peut l'expliquer, on peut la vérifier, donc par exemple en montrant le document ou les documents qui ont permis de fabriquer cette réponse. Donc voilà, comment rendre les processus de récupération documentaire et de génération transparents pour les utilisateurs afin qu'ils puissent comprendre d'où proviennent les informations et comment la réponse a été construite. Euh, un apprentissage continu, hein, parce que ça, c'est souvent, on ne le voit pas derrière, mais c'est important quand même d'avoir une mise à jour régulière des modèles, hein, et c'est un vrai problème informatique. Comment on fait pour ne pas réentraîner complètement à zéro, hein, un modèle avec des nouvelles connaissances, hein. C'est évidemment un gros enjeu de coût énergétique. Donc, comment transférer des connaissances d'un domaine à un autre, bah, des domaines proches à des domaines éventuellement plus lointains. Donc, par exemple, quand on a des modèles généraux qui fonctionneront sur n'importe quel domaine, encore une fois, imaginez les ChatGPT, les Gemini, etc. Mais il y a des systèmes qui sont ouverts sur lesquels qu'on peut modifier, etc. Comment éventuellement on leur fait perdre des connaissances de domaines qui ne sont pas nécessaires et pour se focaliser sur des domaines scientifiques précis. Donc ici, par exemple, les sciences de l'eau, voilà, c'est accepter qu'un modèle, eh ben, il soit plus capable de vous dire, de répondre à une question liée je sais pas moi, la politique, etc. Par contre, voilà, qu'il soit plus performant sur les sciences, sur les sciences de l'eau. Et voilà, et donc j'ai déjà évoqué la représentation computationnelle, à quel point on peut réduire la taille de représentation sans trop de perte de connaissances. Et ça aussi, c'est un enjeu qui est une question qui agite vraiment la recherche sur les grands modèles de langue à l'heure actuelle. On en a aussi donc un programme pédagogique parce que, ok, donc on va avancer sur ces connaissances, on avance sur ces connaissances et on essaye de les restituer à la société. Alors aujourd'hui, par exemple, dans la présentation que je fais ici, hein, le mois prochain, lors de la conférence IAEO, hein, ma doctorante la doctorante qui est sur cette chaire a été sélectionnée pour présenter chose. Donc on sera là également, hein. De toute façon, on est voisins, hein, on est à Grenoble. On fait aussi des écoles d'hiver sur le traitement automatique des langues avancées, hein. Donc pas mal de succès. On accepte une personne sur quatre aujourd'hui dans cette école d'hiver réservée aux doctorants et aux étudiants en master. Et voilà, et puis on fait des MOOC. Alors on est en train de travailler sur un MOOC sur l'IA générative, en particulier autour du métier d'ingénieur, hein. Donc celui-là, on est en train de travailler dessus, ça sera pour 2027. Et on a un autre MOOC là, qu'on a mis en œuvre là, dans le cadre du cluster IA.
C'est un MOOC sur l'IA et la société, hein. Je vous invite à aller voir ça, hein. Pendant 5 à 7 semaines, voilà, vous pourrez suivre des capsules sur voilà, l'IA, présentée par des enseignants-chercheurs, des chercheurs de l'université Grenoble-Alpes autour d'un certain nombre de thèmes. Alors, c'est pas, il y a pas l'hydrologie, en tout cas dans la saison 1, hein. Ça a été des thèmes plutôt santé, marketing, légal. Bien sûr, je fais moi-même la capsule sur sur l'IA générative. Enseignement, vous voyez, donc c'est un spectre assez large. Ça peut vous donner des idées sur aujourd'hui dans la société où c'est qu'on utilise l'IA. Et voilà, et ça peut éventuellement vous donner des idées sur des applications que vous pourriez avoir dans votre domaine de l'hydrologie ou des sciences de l'eau. C'est entièrement gratuit. Voilà. Revenons à notre thématique sur la spécialisation et l'évaluation des LLM. Qu'est-ce que concrètement on fait? Donc, je vous présente les deux personnes avec qui je travaille, hein, Diandra Fabre, qui est postdoctorante, et Marguerite Bartampétia, qui est la doctorante sur la chaire. Donc, voilà, on retrouve nos questions de recherche. Et donc la question de la spécialisation, elle revient à la question de recherche numéro un autour des usages et des tâches de l'ingénieur. Donc on a beaucoup travaillé sur identifier les tâches qui pourraient nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de de cette thèse. On est en train de s'orienter sur la réponse à des appels à projets. Alors je ne dis pas qu'on appuiera sur un bouton pour que on donne immédiatement une réponse à un appel à projet. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer au maximum de répondre à des questions autour de ces appels à projets. On y reviendra ultérieurement, hein. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Mais en tout cas, la méthodologie pour aller jusque-là, elle est dans la suite de ces slides. Voilà, donc c'est voilà, vérifier des données, explorer, adapter à partir de projets précédents. Voilà, donc par exemple, on cherche à construire un barrage, voilà, ben donc on va prendre par exemple un certain nombre de réponses à des appels de projets autour de barrages qui ont été faits précédemment. On va essayer d'éliminer ceux qui sont trop lointains, par exemple, mais on va utiliser d'autres pour faire gagner du temps à l'ingénieur enfin, les ingénieurs qui doivent travailler sur cette réponse. Donc il y a des enjeux évidemment de recherche d'informations, trouver les bons documents et puis de reformulation à partir de ce qui a été fait précédemment. Euh, En ce qui concerne la spécialisation, voilà, donc évidemment, une des hypothèses de nos travaux, c'est que ça fonctionnera beaucoup mieux avec un système qui est spécialisé sur les tâches des ingénieurs que sur un modèle généraliste type ChatGPT, Gemini, etc., ou même ceux qui existent et qui sont téléchargeables, c'est-à-dire ceux qu'on peut faire tourner sur des serveurs pour lesquels il n'y a pas de problème de confidentialité des données. Et donc, il y a un gros travail sur la spécialisation des modèles, donc fabriquer des modèles spécialisés dans l'hydrologie. Voilà. Donc, l'hypothèse, c'est réponse plus précise et pertinente pour les processus qui sont métiers. Donc on a ce genre de chaîne de traitement. Alors vous, généralement, vous voyez que la partie à droite, hein, c'est-à-dire que vous êtes un utilisateur, hein, vous demandez des prompts, vous avez des réponses. Mais voilà, tout ce qui se fait en derrière, ce qui est en back-end, voilà, ça a été fait aussi pour les grands modèles. Mais voilà, là, on va plutôt donc les spécialiser. Donc on part, comme je disais tout à l'heure, d'un ensemble de documents. Donc, généralement, on prend tout ce qu'on peut sur Internet, du Wikipédia, des pages web, on va prendre tout plein de livres, etc. Alors ça, c'est fait avec plus ou moins d'éthique, hein. Ça, je serais ravi d'en parler avec vous lors du congrès ou dans vos questions, hein. Il y a pas mal de scandales avec des livres piratés, des journaux piratés, prendre des œuvres d'artistes sans chercher à savoir s'ils sont d'accord, etc. Bon, ça c'est une question qu'on ne traite pas ici. Nous, ce qu'on va traiter, c'est récupérer, avoir un corpus spécialisé qu'on voit en bas, qui est un corpus, donc ici en l'occurrence, celui d'Artelia.
On va récupérer l'ensemble documentaire de chez Artelia et on va spécialiser notre modèle. Alors, on a plusieurs types de modèles. On prend que des modèles donc qu'on peut télécharger. Donc, il y a des modèles de chez Mistral, donc la société française que vous devez connaître, la société Meta qui met Llama là avec le petit lama qu'on voit ici. Ça peut être aussi des grands modèles de langue de chez Microsoft, certains de chez OpenAI, ceux qui font ChatGPT, ils ont aussi des modèles qu'on peut télécharger. Et on va utiliser les corpus spécialisés pour enrichir les informations à l'intérieur de cette base. Et ce qu'on va faire, donc, on vise avec des procédures qui vont, encore une fois, nous permettre d'oublier certaines informations qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est pas vraiment nécessaire de connaître les présidents de la Ve République. Par contre, voilà, on va remplacer ça par les informations donc issues du corpus d'Artelia, grâce à une spécialisation du modèle. Et derrière, les ingénieurs pourront prompter et obtenir des réponses qui seront plus dédiées et plus pertinentes que celles qui auraient été originellement faites par les modèles plus généralistes. L'autre avantage que ça a, hein, c'est que, évidemment, j'enlève l'évidemment parce que ça n'a jamais rien d'évident, c'est que, par exemple, on peut aussi avoir des modèles qui sont bien, bien plus petits parce que beaucoup plus spécialisés, et donc chercher à éliminer des valeurs qui ne nous serviront pas, hein. On peut reparler du sport, éventuellement de la politique, qui ne seront plus nécessaires. Ceux qui n'ont pas déjà été oublié à l'intérieur des data, eh ben, on pourrait l'oublier en supprimant des parties à l'intérieur des réseaux de neurones. Euh, on peut rajouter à ce genre de choses, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des systèmes de RAG. Alors qu'est-ce que c'est ces fameux systèmes de RAG? Vous avez peut-être entendu parler. Eh ben, c'est une autre manière d'enrichir la recherche. C'est cette manière qui va nous permettre de trouver un certain nombre des informations que l'on donne dans les réponses. Voilà, donc on va apporter une information. Et puis à un moment, ben, je sais pas, on va parler d'un certain barrage, de certaines caractéristiques d'un barrage, en prouvant, en disant qu'on l'a trouvé, cette information, à l'intérieur de tel ou tel document. Donc c'est vraiment de la recherche d'informations dans l'ensemble de la masse documentaire auquel on a accès. Et ça peut permettre à l'ingénieur de vérifier plus facilement si la réponse apportée est exacte ou pas. Alors pourquoi il y a ça, hein, on pourra y revenir, hein. C'est que ces modèles, ce sont des statistiques, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre sur l'ensemble des documents, et puis des fois, il va nous dire avec force de conviction, c'est ça ma réponse, alors que c'est totalement faux, parce qu'il avait tout simplement pas assez d'informations pour étayer cette réponse. Et une manière qui se fait à l'heure actuelle, c'est ben, d'apporter voilà, une réponse prouvée grâce aux documents qui sont fournis. Voilà. Comment on fait pour évaluer ça? Ça, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu depuis peut-être 30 ans, hein. Comment on fait pour évaluer des réponses dans des modèles qui sont génératifs? Alors, il y a beaucoup de propositions qui sont venues assez récemment, mais on n'a pas des réponses encore absolument parfaites pour savoir si une réponse est meilleure qu'une autre. Et donc ça, c'est un gros travail également dans la chaire. À l'heure actuelle, ben, il y a plusieurs types de réponses, donc l'évaluation humaine. L'évaluation automatique, alors ça c'est devenu depuis qu'on a ces grands modèles de langue, eh ben, on va demander à d'autres grands modèles de langue de vérifier la réponse. Et puis l'évaluation automatique par benchmark. Voilà, je vais finir par ça. L'évaluation humaine, elle a l'air très séduisante, c'est-à-dire que ben, tout simplement on pose une question, on a une réponse d'un grand modèle de langue. Donc par exemple, quels sont les trois types principaux de turbines hydroélectriques? Les réponses, ben, c'est les Francis, les Pelton et les Tesla. Les deux premières réponses sont exactes et la troisième, donc vous savez bien que c'est pas ça. Et donc du coup, ben, on peut demander à un humain d'annoter ce type de réponse pour savoir si la réponse est exacte ou pas. Alors, on a proposé d'analyser ça suivant plusieurs axes, pardon. La reproductibilité.
donc la capacité à produire à nouveau un résultat existant. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé des grands modèles de langue, vous savez bien, encore une fois, parce que c'est statistique, que les réponses ne sont pas absolument les mêmes une fois enfin, à chaque fois qu'on demande. C'est un peu moins vrai quand il est vraiment sûr de la réponse, c'est-à-dire s'il a vraiment vu souvent la même réponse dans les documents. C'est très cher de demander à des humains. C'est très évidemment analyser une réponse, dire ce qui est correct, ce qui est faux à l'intérieur, eh ben, ça peut prendre plusieurs minutes et donc c'est évidemment très lent et donc très 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 cher. La scalabilité, c'est la capacité à appliquer une méthode à une échelle plus large. La dépendance à la vérité terrain, les résultats de référence validés par des experts humains, exemple des réponses attendues. Et puis, à quel point on est proche des conditions réelles. Est-ce que les LLM peuvent vraiment être utilisés dans les processus métiers? Donc, si on analyse en particulier, donc pour commencer, les humains, donc en gros, le coût, il est énorme, pardon, c'est le plus important, le coût avec une évaluation humaine. La scalabilité, évidemment, même quand on est OpenAI, même quand on a des retours de millions d'utilisateurs, ils n'ont pas des retours sur toutes les réponses qu'on fait. Quand on est dans une échelle beaucoup plus petite, on aura évidemment beaucoup, beaucoup moins de réponses apportées par des humains. Par contre, c'est pas très dépendant aux vérités terrain. Les conditions, c'est proche des conditions réelles, hein, puisque les conditions réelles, c'est l'utilisation par des humains. Alors ça, c'est la reproductibilité. Eh ben, les humains, on n'est pas forcément fiable. On va vous poser deux fois la même question. Eh ben, c'est pas sûr, parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre, pour plein de raisons, parce que c'est très subjectif. Vous n'allez pas forcément répondre deux fois à la même question de la même manière. Donc la reproductibilité, elle est pas du tout absolue. Et si on compare donc aux autres types de méthodes, comme par exemple les LLM as a Judge, donc c'est on demande à un grand modèle de langue, encore une fois, ChatGPT, Gemini, etc., d'apporter une réponse, et bien ils pourront faire une réponse exactement comme les humains. Donc ça se fait de plus en plus, mais ça pose question. Donc si on analyse ça, en comparatif par exemple de l'évaluation humaine, évidemment le coût est bien est moindre. La scalabilité, ça, on peut faire des dizaines de réponses par minute, où on peut avoir des questions par minute, on peut avoir des réponses. Les conditions réelles, là par contre, évidemment, on s'en éloigne, il n'y a plus d'humain dans la boucle. C'est par contre très, très, très reproductible, puisque sous certaines conditions, si on affine bien nos prompts, on peut avoir de la reproductibilité bien plus importante que vis-à-vis d'un humain. Et enfin, la dernière, qui est historiquement celle qui était très très utilisée avec l'humain, ce sont les benchmarks. Les benchmarks, hein, ce sont donc des datasets qu'on fait des humains, par exemple des datasets de questions-réponses. Voilà, donc on a la question et voici et une réponse qui serait entre guillemets idéale. Donc, quelles formes d'énergie électrique ont un impact particulier, environnemental particulier? Bon, par exemple, la réponse ici, c'est les barrages implantés dans les régions non montagneuses. Alors, évidemment, les réponses, elles peuvent être discutables et sont souvent discutées. C'est un des problèmes de ces datasets. Voilà, et puis donc, nous ici, on se borne à juste vérifier à quel point les vérités terrain qui sont faites, soit par nous, soit par d'autres personnes, bien souvent par d'autres personnes, à quel point les réponses des grands modèles de langue sont proches de cette vérité terrain. Ce sont les centrales hydroélectriques installées en haute montagne qui entraînent un impact environnemental particulièrement important. Et donc, on va avoir des mesures pour vérifier donc, à quel point la réponse du LLM elle est proche de la vérité terrain. Alors, l'avantage ici, c'est qu'on peut avoir une scalabilité qui est assez importante. On est moyennement proche des conditions réelles, c'est-à-dire que on n'est pas forcément toujours d'accord avec les réponses qui sont apportées, mais bon, elles ont été apportées par d'autres personnes, des fois par plusieurs personnes, ça dépend vraiment du dataset. Ça a un coût qui est quand même donc un coût alors et celui-là il faut l'analyser de deux manières. Quand on l'exploite nous pour vérifier les réponses d'un LLM, le coût est assez petit
Par contre, évidemment, pour fabriquer ce dataset, le coût peut être assez important parce qu'il faut que des humains qui les fait en amont. Et donc, on a une certaine reproductibilité, hein, puisque, exactement comme avec le LLMS à ce Judge, voilà, des grands modèles de langue, si on leur pose les questions d'une certaine manière, voilà, ils répondent aux statistiques, mais elles sont globalement dans la même direction. Donc voilà, à l'heure actuelle, les trois manières d'évaluer des grands modèles de langue. Mais il y a pas mal il y a pas mal de propositions pour essayer d'en faire d'autres. Et à l'heure actuelle, et ça me paraît compliqué, hein, de toute façon, il n'y a pas d'évaluation universelle qui fonctionnera dans tous les contextes, toutes les tâches et tous les domaines. Et dans cette chaire, ben voilà, on fait des propositions aussi sur des benchmarks. Et on essaye de viser donc l'idée d'un protocole qui soit beaucoup plus générique en définissant des tâches cibles, en acquérant automatiquement des données, également des requêtes, en particulier avec des questions qui sont d'experts, afin d'avoir des mesures d'évaluation qui soient les multicritères, donc la véracité, la complétude, etc. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on a des propositions, en particulier une qui vous sera présentée au congrès IAEO, et puis on continue à travailler sur ces questions. Voilà, je peux répondre à vos diverses questions. Donc aujourd'hui, et puis si ça mature, lors du congrès IAEO de début mars à Grenoble. Voilà, je vous remercie. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Schwab, et surtout, vous avez parfaitement respecté le temps. Une demi-heure, c'était parfait. Donc, il nous reste là une petite vingtaine de minutes pour un échange avec vous. Donc, on vous redit avec Virginie. Donc, vous avez le chat hein, pour poser les questions. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Donc, du coup, je vais proposer de passer la parole à Monsieur Pierre Balin de la CNR, puisque il n'y a pas trop de questions, mais n'hésitez pas à en rajouter. Moi, j'en ai éventuellement deux, trois aussi pour relancer la discussion. Donc, et je propose de passer la parole à Monsieur Pierre Balin de la CNR s'il est toujours avec nous. Voilà. Donc, reprenez votre micro et posez des questions en direct à Monsieur Schwab. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Schwab. Donc ma question, elle est toute bête, c'est sur les RAG, notion que je connais pas. Est-ce qu'il est possible, par interaction de l'utilisateur, votre schéma semblait le dire, l'utilisateur pouvait, en réponse, en gros, en discutant avec son IA, apporter un document dans la discussion. Et donc, ce document, est-ce qu'il va enrichir le corpus? Dans le cadre d'une discussion avec un user et son IA, on imagine bien que l'IA pourrait aller piocher dedans, comprendre, affiner la réponse. Mais la question, c'est est-ce que ça permettrait, et sous quels moyens et avec quelle sécurité, d'augmenter le corpus de l'entreprise? Oui. Alors, déjà, ce que je peux répondre, c'est si jamais vous faites ça avec des IA, voilà, type ChatGPT, Gemini, etc. Oui, effectivement, déjà, votre document, pour être clair, hein, eux, ça fait partie des conditions, sauf si vous faites confidentiel, sauf dans certains cas, ils affirment qu'ils le font pas. Mais de règle générale, voilà, ils vont récupérer ces données et elles vont éventuellement enrichir leur modèle plus tard. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les grands acteurs. Après, pour les modèles qu'on développe en local, ben ça, c'est un choix, en fait. On peut le faire ou on peut ne pas le faire. Dans tout le cas, il faut en informer clairement les utilisateurs. Mais effectivement, ça peut être une manière d'enrichir la base de données de l'entreprise. Voilà. Comme c'est un outil qui est fait localement à l'intérieur de l'entreprise, je pense que la plupart du temps, l'entreprise choisira que ça enrichisse, mais c'est vraiment un choix et une routine qui est faite comme ça. Le RAG, alors je vais du coup ça c'est en fait le RAG dont je parlais tout à l'heure, c'est pas exactement la même chose. Le RAG c'est vraiment vous poser une question, et en fait il y a une partie qui va être transformée en requête type Google quoi.
qui va permettre à notre système de retrouver les documents qui sont les plus pertinents, les 10, 20 documents qui sont vraiment pertinents. Donc, par exemple, je vais construire un nouveau type enfin, un type de barrage de telle caractéristique. Par exemple, eh bien, il ira chercher l'ensemble des documents dans lesquels on a construit ce type de barrage. Et il va fouiller les informations à l'intérieur pour enrichir la réponse qu'il va apporter. C'est-à-dire que la réponse, elle va pas être seulement statistique, mais elle va être également directement glanée à l'intérieur des documents qu'il a trouvés pertinents. Et en plus, le système est capable de dire ben, ce bout de phrase, eh ben, je l'ai sorti de tel document. Ce qui permet à l'utilisateur d'aller vérifier si la réponse elle est pertinente. Sur un sujet, par exemple, qu'il connaît pas nécessairement, ou au moins d'aller vérifier que si effectivement il s'est pas trompé, le système d'IA ne s'est pas trompé en donnant cette référence-là, qui en fait finalement n'était pas du tout sur un barrage qui est pertinent dans notre contexte. Est-ce que j'ai été plus clair Oui, oui, tout à cette fait. fois? Donc, ce que vous dites, c'est que le RAG en tant que tel, c'est plutôt qu'il va citer ses sources et du coup, ça fait un super moteur de recherche très contextualisé, mais que le fait d'augmenter, enfin que les utilisateurs, éventuellement selon leur profil, puissent augmenter le corpus général accessible au reste de l'entreprise ou pas, ça, c'est pas le RAG, c'est une fonctionnalité Voilà, indépendante. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un choix de mise en œuvre du grand modèle. Voilà, c'est un choix qui peut être fait ou pas. Et vraiment, je voudrais insister, hein, pour ceux qui utilisent assez peu les grands modèles de langue, n'utilisez surtout pas des documents, de la documentation interne sur les ChatGPT, Gemini, etc. Il y a des cas de fuite de données dans les hôpitaux, etc. J'en profite aussi pour rappeler que il faut surtout pas faire ça avec des données d'entreprise, hein. Sinon, voilà, les grands acteurs, les OpenAI, les Google et tout, connaîtront le contenu de vos documents. C'est pas grave si c'est un document public, mais si ça n'est pas un, c'est grave. Merci pour cet échange et cette mise en garde. Donc, il y a une deuxième question là sur le chat de Michel Lang. Donc, Michel, est-ce que tu peux faire la même chose, ouvrir ton micro et poser directement la question à Monsieur Schwab? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais savoir s'il y avait des travaux qui sont réalisés pour estimer les incertitudes des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle et est-ce que les résultats peuvent être exprimés sous forme probabiliste? En fait, c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec soit l'évaluation humaine, soit, voilà, ça va être, par exemple, voilà, ça va être un pourcentage sur les faits qui ont été, qui sont énoncés dans la réponse, quel est le pourcentage, la précision de la réponse. C'est ça, en fait, qu'on fait au final. Voilà. Voilà, la réponse est correcte à 68%. À quel point la réponse est complète. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire dans les réponses. C'est aussi pour ça que quand on demande à des humains, c'est potentiellement très pénible quoi, d'apporter une réponse. Ça peut être très pénible, très long en fait, d'annoter une réponse complète. Voilà. Mais c'est des choses qu'on fait classiquement en traitement des langues depuis longtemps. Bah, c'est aussi pour ça que, par exemple, des tâches plus anciennes comme la traduction automatique ont beaucoup progressé grâce à l'apport de linguistes qui ont vraiment passé du temps à annoter des réponses et des traductions. Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que Oui, très bien, très Oui, bien. très bien. Ouais, c'est bon. Voilà, donc voilà, c'est des choses comme ça. Et voilà, l'IA générative, même si c'est plus vieux que ce qu'on peut penser, voilà, c'est surtout depuis une dizaine d'années qu'il y a beaucoup de travaux sur l'évaluation. Et on manque encore d'outils pour l'évaluer et surtout pour tenir compte de cette évaluation. Et c'est un peu le principe de cette chaire. C'est le principe de cette chaire. Merci. Michel, ça t'a convenu? C'était bien? Très Oui, bien, ouais. très bien. Bon, plus de questions sur le chat. J'ai l'impression, j'aurais tendance à dire que vous avez tué le match, monsieur Schwab. Non, mais par contre, j'ai constaté on a très peu perdu de participants. Pratiquement le nombre de participants est le même depuis le début. Donc, je pense que ça prouve aussi que votre présentation était très pédagogique et très claire. Moi, j'avais éventuellement deux, trois questions. Si j'en... Ah si, il y a Magali.
de chat qui pose, qui a levé le doigt là. Ben, vous pouvez intervenir en direct, Magali. Allez-y. Allez-y. Il y a eu une main qui s'est levée, un pouce qui s'est levé. Non? Non, pardon, c'était juste pour abonder que c'était très clair et très pédagogique. D'accord. Mais c'est bien, c'est gentil d'avoir dit. Tiens, je signale en passant que il y a un ouvrage, je ne parlais pas de la pub, je l'ai acheté hier pour pas être trop bête aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Chambre le connaît, ça s'appelle Tout comprendre ou presque sur l'intelligence artificielle. Ça coûte 19 euros et c'est aux éditions du CNRS. J'ai trouvé ça formidable. Et parce que c'est que des petites illustrations de dessins, etc. Et j'ai retrouvé des éléments qu'a expliqué Monsieur Schwab. Et c'est vraiment, ça permet, à mon avis, un bon dégrossissage pour ceux qui ne sont pas du tout familiers. Moi, j'avais trois questions parce que j'en vois pas d'autres. Notamment, est-ce que vous pourriez bien préciser ce que vous allez présenter au congrès? Parce que ce webinaire, c'est aussi une façon d'attirer des visiteurs, hein. Donc, Oui, pareil, alors, une bon, question, c'est pareil du stand aussi. Vous pouvez être précis? ouais, donc du coup, il y aura un stand sur lequel. Alors moi, en tout cas, moi, je serai là le mercredi, jeudi, vendredi. Je serai là toute la semaine, sauf le jeudi matin. Et je serai en grande partie sur le stand également, hein, donc disponible pour parler de ça de manière totalement informelle. Et puis le travail de Marguerite dont on va parler. Concerne principalement la génération automatique de questions-réponses. En fait, la manière de fabriquer automatiquement des benchmarks. Parce que l'un des gros problèmes des benchmarks sur lesquels on travaille, donc je vous dis depuis des dizaines d'années, c'est que eh ben, on les a mis à disposition, ils sont sur Internet, ça nous a permis pendant longtemps d'évaluer les performances de nos systèmes de traduction automatique, de questions-réponses, aujourd'hui de grands modèles de langue. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que eh ben, les gros acteurs, eh ben, ils trichent. C'est-à-dire qu'ils trichent parce qu'en fait, ils vont regarder ils récupèrent ces datasets. Et donc, du coup, ils apprennent les réponses. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que sur beaucoup de tâches, mais pas seulement les nôtres, hein, mais vraiment de manière générale, les grands modèles de langue ont l'air vraiment, enfin les GPT, les Gemini, etc., ils ont l'air vraiment très très bons. Mais en fait, ils sont très très bons parce qu'ils connaissent les réponses. Et donc là, on a une proposition sur la génération automatique de benchmarks à partir d'articles en particulier scientifiques qui ont été rédigés par des experts, donc en l'occurrence ici de sciences de l'eau. Et donc voilà, on va avoir des questions sur les articles scientifiques. On a travaillé avec des experts de chez Artelia pour savoir à quel point les réponses étaient fiables, etc. Et donc on a mis en place différents filtres pour avoir les meilleures questions et les meilleures réponses afin d'être capable de tester à quel point tel ou tel modèle de langue, Gemini, ChatGPT, ceux qu'on fabrique, nous ou d'autres personnes, à quel point ils sont réellement bons sur ces tâches-là, sur des tâches où ils n'auront jamais vu les questions et les réponses. Voilà. C'est là-dessus qu'est ce travail. Donc c'est plutôt sur la partie création création de travail sur des benchmarks, mais aujourd'hui des benchmarks qui sont dynamiques afin d'éviter ce qu'on appelle cette contamination des données, où on n'est pas capable de savoir si le modèle de langue il est bon parce qu'il a déjà vu les réponses, ou est-ce qu'il est bon euh, parce qu'il a réellement les connaissances. Merci beaucoup. Donc, je vois toujours pas de questions. Donc, je vais poser mes petites questions à moi. Donc, je trouve aussi très intéressant ce que vous avez montré sur le MOOC, là. Donc, en disant, bon, il y a un cycle qui démarre sur l'IA générative. Et vous avez dit, mais il n'y a rien sur l'eau. Donc, ma question, c'est est-ce qu'éventuellement, mais je parle de tout seul, hein, il faut bien sûr se valider par la SHF, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'imaginer avec la SHF, d'avoir Alors, un MOOC sur l'eau? éventuellement, déjà, nous, on veut faire une saison 2. Voilà. Donc ça, on a fait ça avec des enseignants qui étaient volontaires là, sur le site de Grenoble. On n'en a pas eu tant que ça, mais maintenant qu'il y a un petit succès, voilà, il y a des gens Alors, on a un petit succès parce qu'on est déjà à plus de 5000 inscrits, hein, donc c'est bien. En sachant que alors, il reste encore un bon mois d'inscrire. On peut encore s'inscrire jusqu'au 20 avril, je crois, donc on a encore un peu de temps.
Et voilà, le MOOC le plus important pour l'instant, il est plutôt autour de 10 000 inscriptions, hein. C'est pour vous donner une D'accord. idée des chiffres. Donc ça marche pas mal. Voilà, on souhaiterait faire une saison 2 avec un certain nombre de collègues. Et effectivement, quelque chose autour des sciences de l'eau, ça pourrait être tout à fait pertinent. Voilà. L'idée, c'est voilà, en passant une heure, acquérir une petite culture sur l'IA et un domaine particulier. Éventuellement, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, hein, parce que même si je travaille depuis 25 ans sur l'IA, voilà, travailler, discuter avec des gens qui font du marketing, avec du droit, etc. Il y a des applications que je connaissais pas, des applications éventuellement que je peux me dire, ah ben ça, je pourrais les utiliser dans la chaire, dans mes recherches de manière générale. Voilà, ça peut être bien d'avoir des apports autres que Du, ceux sur lesquels j'ai l'habitude d'avoir. Mais voilà. du coup, on essaiera d'avoir un petit moment avec Sechef et vous là sur le congrès pour essayer de parler de Avec, cette future saison 2 là. Voilà. ouais, bah avec plaisir, on aura largement le temps de faire ça. Ouais. Après, autre question aussi, en ayant écouté votre intervention, là, vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous pouviez, avec vos outils, exploiter le patrimoine documentaire d'une institution, d'une entreprise, etc. Et donc, c'est une réflexion qu'on a eue aussi au sein de la SHF. Mais donc, vous avez beaucoup parlé d'Artelia, et c'est normal, c'est votre partenaire enfin, qui finance la chaire, tout ça. Mais donc, si un auditeur là, du webinaire est intéressé pour exploiter son fonds documentaire, Ouais. il peut le faire, il peut vous contacter, enfin, ou Oui, c'est... avec plaisir, hein, ça peut se faire de deux manières, hein, de toute façon, hein. Encore une fois, on est une équipe qui est assez importante, hein. Donc, l'exploitation dans les grands modèles, c'est vraiment un enjeu scientifique, informatique important. Et si plus on a de contexte, plus on sera intéressé. Donc, voilà, nous, on cherche des partenaires supplémentaires pour abonder à la chaire. Mais après, des fois, voilà, on fait des stages chez les gens, aussi des mécanismes de chiffres. Ça aussi, ouvert pour en discuter sur le congrès ou par ailleurs. Alors, il ne faut pas penser, hein, je ne veux pas que vous croyiez que c'est magique, hein, tout ce qui est RAG et tout. On va dire que c'est magique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça marche bien, on va dire plutôt. Sur tout ce qui est textuel. Après, sur d'autres les données tabulaires. Il y a eu plusieurs thèses ces derniers mois, dont des thèses que j'ai rapportées. Donc, on commence à être meilleur sur les données tabulaires. Ça a fait des beaux progrès. Mais il y a encore quelques mois, les données tabulaires, c'était catastrophique. On en faisait rien. Or, en science, en hydrologie en particulier, c'est assez souvent qu'il y a des données tabulaires. Voilà. Les choses qui sont scannées également, les performances sont évidemment pas aussi bonnes. Mais par contre, voilà, il y a les modèles sont de plus en plus capables d'analyser les images et d'extraire de mieux en mieux les textes. Ça aussi, ça fait des progrès. Voilà. Donc il y a d'un côté la manière de récupérer les informations, mais il y a aussi de la recherche et des choses à faire sur la manière d'encoder l'information pour avoir la recherche documentaire qui soit la plus pertinente possible. Voilà. En aucun cas, il faut croire que les choses dans les RAG, s'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est magique, ne le croyez pas. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore pas mal de recherches pour que on puisse réellement exploiter l'ensemble de documentaires. Voilà. Sur les textes bruts, ça marche très bien. Les données tabulaires, ça commence à aller un peu mieux. Voilà, il y a encore pas mal de données sur lesquelles c'est encore compliqué. Merci beaucoup pour cette réponse ouverte. Donc, du coup, je vais passer la parole à Virginie qui va conclure ce webinaire à l'heure précise. Donc, ça Merci. va être parfait. Oui, Vraiment, parce qu'il y a plus. merci, Monsieur Schwab.